J'ai mis plusieurs années à comprendre que j'étais le principal problème de ma boîte. Aujourd'hui, SwissRock fait plus de 200 millions de chiffres d'affaires par an, on est 250 collaborateurs et on gère près de 1 milliard d'actifs immobiliers. Mais pendant des années, j'avais construit ma propre prison parce que je voulais tout contrôler. J'étais épuisé, j'étais partout en permanence et j'arrivais plus à décrocher. Si tu es dirigeant dans le BTP, dans l'immobilier ou dans une boîte de services et que tu te reconnais là-dedans, cette vidéo est pour toi. Dans les prochaines minutes, je vais te partager 3 clés concrètes. La première, comment j'ai structuré SwissRock pour passer de 1 million à 186 millions de chiffre d'affaires en 5 ans sans que tout repose sur moi. La deuxième, l'erreur que j'ai faite en 2016. C'était une réelle catastrophe financière et ça m'a appris ce qu'il ne faut pas faire quand on veut croître. La troisième clé est sans doute la plus importante, les 4 piliers que j'ai construits pour faire grandir ma propre boîte sans m'épuiser. Premier pilier, le pipeline prévisible. Je vais te montrer comment avoir du business qui tombe chaque mois sans jamais courir après les clients. Deuxième pilier, les équipes qui tiennent. Comment recruter et garder les bonnes personnes sans te planter à chaque embauche. Troisième pilier, l'organisation qui tourne sans toi. Comment construire une boîte qui continue de fonctionner même quand tu es absent. Et quatrième pilier, les partenariats stratégiques. Comment multiplier ta croissance sans travailler plus, mais en choisissant les bons partenaires. 1. Pipeline prévisible. 2. Équipes qui tiennent. 3. Organisation qui tourne sans moi. 4. Partenariat stratégique. Quand j'ai démarré SwissRock, je ne savais pas planter un clou. J'avais aucune formation dans l'immobilier, aucun réseau dans le BTP et aucun capital. En fait, je venais pas de ce monde, j'étais trader. Et tout ce que j'ai construit, je l'ai appris sur le terrain, en me plantant, en pivotant et en recommençant. Et c'est tout ça que je vais te partager aujourd'hui. On y va. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir qu'avant SwissRock, j'avais déjà pris une grosse claque dans l'entrepreneuriat. Avec un associé, on avait monté une plateforme qui mettait en relation des artistes avec des organisateurs d'événements. 30 000 artistes référencés et un investisseur qui devait investir 2 millions d'euros chez nous. Mais au bout de 6 mois, il y a eu des problèmes personnels et il est parti. Et du coup, du jour au lendemain, on a dû tout arrêter. Donc, quand j'ai lancé SwissRock, je savais déjà ce que ça faisait que de tout perdre. Et si tu veux savoir d'où je viens, mes parents sont vietnamiens, ils se sont réfugiés en Suisse quand la guerre a éclaté et moi je suis né ici et j'ai grandi dans un quartier populaire qui s'appelle Aulnay à Genève. J'ai pu faire des études dans la finance, puis j'ai bossé 10 ans en tant que trader dans des banques d'investissement. Et au bout de ces 10 ans, j'avais l'impression de brûler mon énergie sans rien construire de vrai sur le long terme. En fait, je gagnais bien ma vie, mais je passais 10 heures par jour à regarder des chiffres sur un écran et j'avais pas de projet qui me tenait vraiment à cœur, pas d'équipe et pas de vraie liberté. Alors à côté de mon boulot, j'ai commencé à explorer. J'avais pas de projet précis en tête, juste l'envie de faire quelque chose de concret de mes mains. Alors j'ai acheté un petit terrain et je me suis lancé dans la construction d'une maison. Je savais rien faire au départ, alors j'ai tout appris sur le tas. Et en fait, je me suis retrouvé à passer mes week-ends chez Leroy Merlin à choisir les matériaux et je gérais moi-même les ouvriers. Et en demandant des devis à gauche à droite, en achetant des matériaux directement, je me suis rendu compte d'un truc qui m'a choqué. Les prix de rénovation à Genève, c'était 3 fois trop cher par rapport à ce que ça coûtait vraiment. Et en fait, c'est là que je me suis dit qu'il y avait un vrai truc à faire dans ce marché. Et à l'époque, j'avais un stagiaire dans mon bureau de trading et on discutait souvent et on a découvert qu'on avait une passion commune pour l'immobilier. Et un jour, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on tente pas de monter une boîte de rénovation? En fait, on était naïfs et si j'avais su tout ce qui m'attendait, je suis pas sûr que j'y serais allé. Mais heureusement que je savais pas. Les 200 millions par an de chiffre d'affaires qu'on fait aujourd'hui, c'est pas grâce à un avantage de départ, c'est grâce à une méthode que j'ai construite en me plantant, en pivotant et en apprenant. Et la première erreur que j'ai faite, c'est celle que font 9 dirigeants sur 10 que je rencontre encore aujourd'hui. Une erreur qui les empêche de dépasser les 2 ou 3 millions de chiffre d'affaires. Et cette erreur, c'est d'être persuadé que plus on en fait soi-même, plus la boîte avance. Chez SwissRock, je suis tombé en plein dedans. Pendant plusieurs années, je gérais 15 à 25 chantiers en même temps. Je négociais avec les sous-traitants, je suivais les marges, chantier par chantier, je gérais les clients, je recrutais, je signais tous les devis. En fait, j'étais partout et j'étais persuadé que c'était ça mon rôle. Sauf que plus la boîte grandissait, plus j'étais saturé, plus je faisais les choses vite et moins bien. Et personne, pas même moi, bossait sur le système qui aurait pu faire tout ça à ma place. En fait, ma boîte grandissait. Et moi, je changeais pas de rôle. Je faisais les mêmes choses qu'au début, mais juste en plus grande quantité. Et ça, c'est pas de la croissance, c'est de l'accumulation. Tu fais plus de chiffres, mais tu fais aussi plus d'heures. Tu gères plus de chantiers, mais tu es plus stressé. Tu grossis, mais tu es plus coincé qu'avant. Et après avoir accompagné des centaines d'entrepreneurs, j'ai vu un truc très simple. Il y a 2 types de dirigeants. Il y a le fonceur. Il construit vite, beaucoup d'énergie, beaucoup d'opportunités, beaucoup de chiffres, mais il construit sur du sable. Des décisions dans l'urgence, recrutement dans la panique, trésorerie qui fait des montagnes russes. Et il y a le bâtisseur. Lui, il construit niveau par niveau. Il pilote avec des données, sa croissance est beaucoup plus stable, ses marges sont maîtrisées et sa boîte, elle tourne même quand il n'est pas là. La différence entre les deux, c'est pas l'intelligence, c'est pas le capital, c'est l'ordre dans lequel ils font les choses. Maintenant, j'ai une question pour toi et sois honnête. Si tu disparais 1 mois, 2 mois, pas de téléphone, pas de mail, pas de chantier,
qu'est-ce qui se passe dans ta boîte? C'est la première question que je pose à chaque dirigeant qui vient me voir chez Tenkai. Parce que ce point de départ, il change tout. Pour passer de fonceur à bâtisseur, j'ai construit un système en 4 piliers. Je l'appelle le système de pilotage entrepreneurial et ce n'est pas une stratégie que j'avais planifiée. C'est 4 piliers que j'ai construits en résolvant mes propres problèmes un par un. Pris séparément, ils améliorent la boîte, mais ensemble, ils multiplient ta croissance. Et je vais te les décortiquer un par un avec les erreurs, les chiffres pour que tu puisses changer ça dès maintenant. Je commence par le premier pilier, l'acquisition et le pipeline prévisible. Je vais te dire pourquoi c'est là qu'il faut attaquer en premier. Parce que sans pipeline, c'est-à-dire sans une liste claire de chantiers qui arrivent dans les 3, 6, 12 prochains mois, tu subis. Et voilà ce que je vois chez 9 dirigeants sur 10 dans le BTP. Leur pipeline, ils le subissent. En fait, ils dépendent du bouche à oreille. Un bon chantier amène un autre client. Quand ça marche, c'est super. Quand ça ralentit, c'est la panique. Et en fait, le problème, c'est pas le bouche à oreille en lui-même. Le problème, c'est d'en faire ta seule source de business. Parce que le bouche à oreille, ça se pilote pas, ça ne s'anticipe pas et tu peux pas changer d'échelle avec ça. Et après, tu as un pipeline vide sur 3 mois, donc tu baisses tes prix, tu bloques tes recrutements, tu as trop de stress, donc tes décisions se dégradent et tu acceptes des projets que tu n'aurais jamais dû accepter autrement. En fait, tu rentres dans un cercle vicieux parce que tu n'as pas de visibilité, donc tu prends des décisions sous pression, tu te retrouves avec des mauvais projets. Avec tes mauvais projets, tu as une marge qui est ridicule ou fragile et à cause de cette mauvaise marge, tu ne peux plus investir dans ton système et donc tu as encore moins de visibilité. Je te donne des chiffres concrets. Un mauvais projet accepté par trimestre, c'est entre 10 000 et 50 000 de perdus. Et 3 bons projets refusés parce que ton planning est saturé, c'est près de 100 000 de chiffre d'affaires qui t'échappent sur l'année. Et ça, c'est pas des détails, c'est ta marge qui fond. En fait, le problème, c'est pas ton chiffre d'affaires. Le problème, c'est ton pouvoir de choisir les bons mandats et de refuser les mauvais. Et pour retrouver ce pouvoir, je vais te partager 3 leviers que j'ai utilisés chez Swissrock. 3 leviers qui m'ont permis de passer d'une petite boîte de rénovation à un groupe immobilier consolidé. Je les appelle le triptyque de la croissance. Le premier, c'est la machine à recommandation. Le deuxième, c'est l'avantage d'être le premier. Le troisième, c'est l'effet cascade. On commence par la machine à recommandation. Le bouche à oreille, tout le monde connaît. Mais 99% des entrepreneurs le font passivement. Ils attendent que leurs clients parlent d'eux, ils espèrent, ils croisent les doigts et ça, c'est une erreur. En fait, le bouche à oreille, il faut l'activer, il faut le systématiser. Voilà comment je faisais chez Swissrock. À chaque fin de chantier, je posais une première question toute simple à mes clients. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point vous êtes satisfait? S'ils me répondaient moins de 8, je réglais le problème tout de suite. S'il me répondait 9 ou 10, je passais à la question 2. Est-ce que vous connaissez 3 personnes autour de vous qui pourraient avoir besoin de mes services? Le client me donnait 3 noms et là je posais la troisième question. Est-ce que je peux les appeler de votre part? Et 9 fois sur 10, il me disait oui. Et pourquoi ça marche? Parce que tu captes le client pile au moment où il est le plus positif, juste après avoir été livré. Et c'est là que la recommandation est la plus naturelle. Si tu le fais 6 mois plus tard, c'est beaucoup trop tard, le client il t'a oublié et il est passé à autre chose. Deuxième étape, au même moment, je lui demande un petit témoignage, soit en 2 lignes par message, soit en vidéo de 30 secondes prise avec mon portable. Parce qu'avec cette preuve, tout change. Quand tu es face au prochain prospect, tu n'as plus besoin d'essayer de le convaincre. Tu lui montres ce que les autres ont déjà dit. Troisième étape, je faisais des fiches de référence dans mon CRM. Nom du client, type de projet, numéro, autorisation d'être appelé. Comme ça, dès que je sentais qu'un prospect hésitait, je pouvais lui dire « Voici 3 clients avec un projet identique au vôtre, appelez-les si vous voulez ». La plupart les appellent jamais, mais rien que le fait que je leur propose, ça élimine 80% des doutes. Et cette machine, je ne l'ai pas activée que sur les clients finaux, mais je l'ai aussi activée sur 4 canaux en parallèle. Les clients B2C, les mandataires techniques, ingénieurs et architectes, les clients B2B, les promoteurs et développeurs immobiliers et les artisans et sous-traitants avec qui je bossais bien. Chacun de ces 4 canaux, il peut devenir un apporteur d'affaires si tu le traites bien. Je te donne un exemple, j'accompagne un dirigeant du BTP qui s'appelle Joël. Quand il est venu me voir, son pipeline, il était complètement imprévisible. Il savait jamais ce qu'il aurait le mois d'après. En fait, il subissait. Et on a mis en place ce protocole exact. Demande de recommandation à la fin de chaque chantier, capture des preuves au bon moment, fiche de référence dans le CRM et en parallèle, on a nettoyé son suivi sur les anciens clients. En fait, il avait des dizaines de clients satisfaits qu'il n'avait jamais recontactés. Et en 4 mois, il a augmenté son chiffre d'affaires de 62% parce qu'il a transformé ses clients en ambassadeurs. Et grâce à ça, il pilote maintenant un pipeline qui est efficace. Deuxième levier, la règle des 48 heures. Là, je vais te partager un truc que personne ne te dit. Dans le BTP et dans les services techniques, quand tu envoies un devis, la vitesse bat la précision. Si tu envoies un devis parfait en 7 jours et que ton concurrent envoie lui un devis correct en 48 heures, tu as perdu ton avantage. Parce que ton client, il a déjà commencé à discuter avec l'autre et il s'est déjà projeté avec lui. Et une fois qu'il se projette avec quelqu'un d'autre, il compare moins parce qu'il veut avancer. En fait, la vitesse, c'est pas un détail, c'est un avantage psychologique. Mais avant même d'envoyer ton devis, il y a une étape que quasi personne ne fait et qui change tout. Tu poses juste cette question au client. Est-ce que vous avez déjà reçu des devis pour ce projet? S'il dit oui,
t'enchaînes. Est-ce que vous accepteriez de me les partager? Ça va me permettre de mieux comprendre vos attentes et de vous proposer un truc vraiment adapté à votre budget. Le client n'est pas obligé d'accepter, mais grosso modo, un client sur deux partage sans hésiter parce qu'il comprend que ça peut être dans son intérêt, parce que tu vas lui proposer une offre plus précise. Et même s'il ne te donne pas les devis en main propre, tu peux quand même récupérer des informations qui sont précieuses. Quelle fourchette de prix il a reçu? Avec quelle boîte il discute, ce qu'il a aimé ou pas dans les autres propositions. Et avec ça, tu récupères 3 infos en or. Le budget réel du client, le standard qui l'attend et les points sur lesquels tu dois te différencier. Rien qu'avec ça, tu augmentes ton taux de conversion d'au moins 40%. Ensuite, ton devis, il doit partir en moins de 48 heures. Il ne doit pas être parfait, mais il doit être clair, structuré et actionnable. Et là, je vais te partager un principe qui m'a sauvé de pas mal d'erreurs. Sur les prix, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre que tu crois. En fait, ton devis, il doit toujours couvrir ton prix de revient, plus une marge, plus un petit coussin pour le risque. Ta marge de négociation, c'est quelques pourcents, c'est pas 15, c'est pas 20. Si un client te demande de casser ton prix de 15 ou 20%, c'est pas négociable. Tu dis que tu sais pas faire. Par contre, ce que tu peux faire, c'est proposer des variantes techniques ou économiques. Tu peux par exemple changer le standard, phaser le chantier, retirer un poste. Ça, c'est ta vraie marge de manœuvre. Alors concrètement, comment tu fais pour envoyer un devis en 48 heures, même quand tu es débordé? Je vais te partager ce que je faisais moi dans mes premières années chez Swissrock. Je venais sur le chantier avec une checklist pour jamais rien oublier. Je filmais toute la visite avec une caméra grand angle qui capte à 180 degrés d'un coup. En fait, ça me permettait de repartir avec une vidéo qui était complète du site et en sortant, j'envoyais direct cette vidéo à 3 sous-traitants que j'avais déjà prévenus la veille. Et eux, ils me renvoyaient leur estimation dans la journée. Résultat, mon devis partait chez le client en 48 heures quand mes concurrents, eux, mettaient 10 jours à le faire. Et en plus, aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, tu peux faire encore mieux. Mais le principe, il reste le même, industrialiser le process pour gagner en vitesse. Maintenant, on passe au troisième levier, l'effet cascade. Ça, c'est le levier qui a transformé Swissrock. D'une boîte de rénovation qui faisait 2 millions de chiffre d'affaires, là, on est passé à une entreprise générale qui fait aujourd'hui plus de 200 millions de chiffre d'affaires par an. Et c'est en grande partie grâce à ça. Le principe, il est simple, mais très puissant. Ne t'intéresse pas juste à ce que ton client te demande. Intéresse-toi à ce dont il a vraiment besoin. En fait, la plupart des entrepreneurs, ils exécutent ce qu'on leur demande. Point. Et donc, ils passent à côté de 80% du chiffre d'affaires qu'ils auraient pu faire avec le même client. Je te donne un exemple concret. Le premier gros contrat d'entreprise générale de Swissrock, il n'est pas venu de ma prospection. Il est venu d'un client à qui j'avais fait pendant 6 mois des dizaines de petites rénovations, salle de bain, cuisine, parquet. Et à chaque fois, je lui faisais remarquer des choses que personne ne lui disait. Ah, là, tu as un problème d'isolation qui te coûte cher. Là, tu as un étage entier qui pourrait rapporter beaucoup plus si tu le repensais. En fait, je lui montrais combien il pourrait gagner en faisant les choses autrement. Puis un jour, il m'a confié la rénovation complète d'un appart, puis d'une maison, puis d'un immeuble, puis d'un deuxième, puis d'un troisième. Et en fait, ce client-là, à lui tout seul, il m'a apporté plus de chiffre d'affaires que mes 50 premiers clients réunis. En fait, pour systématiser cet effet, il te faut 3 choses. La première, c'est un suivi systématique 3 mois après la fin de chaque chantier. Tu ne fais pas une relance commerciale agressive, en fait, tu offres un vrai contact humain pour voir comment les choses se passent. La deuxième, c'est un filtre en 3 questions avant d'accepter chaque nouveau projet. Parce que pour que l'effet cascade marche, il faut que tu bosses avec les bons clients dès le départ. Est-ce que c'est dans mon expertise? Est-ce que ce client a les moyens de mes prestations? Et est-ce que je peux livrer dans les délais? Si une de ces réponses est non, je décline. La troisième, c'est un tableau de bord pipeline que je regarde chaque semaine. Parce que même avec les 2 premières, si tu pilotes pas ta visibilité, tu peux te faire surprendre. Concrètement, je regarde 3 colonnes. Ce que j'ai mis dans 3 mois, dans 6 mois et dans 12 mois. Et si dans 6 mois, le pipeline est vide, je dois le savoir aujourd'hui pour avoir le temps d'agir. Si tu dois faire qu'une seule chose après ce premier pilier, voilà ce que je te propose. Prends ton téléphone maintenant, fais la liste des 10 derniers clients satisfaits, appelle ceux que tu n'as pas recontactés depuis la fin du chantier et ça peut faire une énorme différence sur ton chiffre d'affaires. Imaginons que tu as fait tout ça. Tu as un pipeline qui tourne, tu as du volume, tu as le choix de tes mandats, sauf qu'il y a un truc qui peut tout faire tomber d'un coup. Si ton équipe n'arrive pas à absorber, tout ce que tu as construit au pilier numéro 1 se retourne contre toi parce que tu vas livrer en retard, livrer mal, perdre des clients que tu avais mis des mois à convaincre. Et dans le BTP, c'est là que la majorité des dirigeants se plantent le plus. Je vais te dire exactement comment j'ai fait pour recruter les 80 premières personnes de chez Swissrock et en garder presque toutes. Donc, deuxième pilier, les équipes. Le vrai luxe dans une entreprise, c'est pas le chiffre d'affaires, c'est de pouvoir partir 30 jours sans que tout s'arrête. Et pour y arriver, il y a 3 choses à régler. Savoir attirer les bons profils, savoir les sélectionner et savoir les onboarder. Je décortique les 3. On commence par le premier. Attirer. Tant que ta boîte n'est pas attirante pour les talents, tu vas gratter le fond du baril. En fait, tu vas recevoir peu de CV et souvent les mauvais profils. La clé, c'est ta marque employeur. Chez Swissrock en 2014, on n'avait rien. Pas d'expertise terrain, pas de réseau, pas de capital. Alors on s'est posé une seule question. Qu'est-ce qui nous rend unique? Et la réponse, c'était ça. On était jeunes, cool et dynamiques.
C'est tout. Et c'est là-dessus qu'on a tout misé. En fait, on a fait 3 trucs très simples. 1, on a assumé ce qui nous rendait vraiment unique. 2, on a fait du storytelling collaborateur sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, et on a raconté les histoires des gens qui faisaient l'ADN de la boîte. Et 3, on a fait des témoignages collaborateurs, des vidéos courtes où chaque personne décrivait Swissrock en un mot. Famille, fun, innovant. Et résultat, en quelques mois, on recevait 3 fois plus de CV qu'avant, sans rien dépenser en recrutement. Mais attirer des CV, c'est que la première étape, parce qu'un mauvais recrutement coûte plus cher qu'un poste vide. Donc on va passer au deuxième point, sélectionner. Je vais te donner un chiffre qui fait mal. Un mauvais recrutement dans le BTP, ça peut te coûter plus de 30 000. Parce qu'entre le salaire que tu paies pendant 3 mois, la formation que tu lui donnes, le temps que ton équipe passe à l'accompagner et les erreurs qu'il fait sur le chantier, la facture monte très vite. Et si tu as une équipe de 10 personnes avec 40% de turnover par an, ça veut dire 4 mauvais recrutements sur l'année. Fais le calcul, c'est plus de 120 000 qui partent en fumée. Et tout ça, rien que sur les recrutements ratés. En fait, la solution, c'est de recruter d'abord sur les soft skills, pas sur le CV. J'ai recruté les 80 premières personnes de Swissrock moi-même et j'avais un filtre qui s'appelle les 3 M. Motivation, mentalité et méthode. Je commence par la motivation parce que c'est le plus important des 3. En entretien, je posais toujours la même question. Racontez-moi une expérience dans votre vie, pas forcément pro, où vous avez surmonté quelque chose de vraiment difficile. Et la réponse me disait tout. Si la personne avait une vraie histoire à me raconter, avec des obstacles et comment elle s'en était sortie, je savais que j'avais quelqu'un qui se battait pour aller au bout des choses. S'il n'y avait rien à dire ou un truc mou, pour moi, c'était un red flag. Ensuite, la mentalité. C'est l'état d'esprit chez la personne. Chez Swissrock, je cherchais des gens optimistes mais pragmatiques, humbles et qui veulent apprendre. Parce que dans une boîte qui grandit vite, les gens fermés ou arrogants, ils deviennent un frein, peu importe leur niveau technique. Et enfin, les méthodes. C'est les compétences techniques, le savoir-faire. Et j'ai compris une chose avec le temps, pour un poste de junior, les méthodes, ça s'apprend. Tu peux former quelqu'un en quelques mois. Mais la motivation et la mentalité, c'est beaucoup plus dur à changer. Donc je prenais des gens avec un bon état d'esprit et je les formais sur la technique. Et si une personne avait un CV incroyable mais ratait les soft skills, je l'embauchais pas. Jamais. Parce qu'un talent très fort mais avec un ego énorme, ça va détruire l'ambiance de la boîte. Sinon, concernant un bon talent, j'ai un exemple. L'histoire de Jeff. Il y a 8 ans, je reçois un CV que 95% des dirigeants auraient refusé direct. Un gars qui avait 28 ans, pas d'études finies, peu d'expérience, un parcours en dents de scie. Enfin, sur le papier, c'était pas top du tout. Mais je l'ai quand même reçu en entretien. Et là, sa motivation, sa mentalité, ses soft skills, c'était du haut niveau. Complètement à l'inverse de son CV. Donc, je lui ai proposé un stage d'essai pour voir ce qu'il pouvait faire. Son évolution, elle est juste dingue. Il a démarré stagiaire à la compta et au bout de quelques mois, il a pris en charge 2 chantiers avec une exécution parfaite. En fait, il est passé de conducteur de travaux, puis il a géré 5 gros chantiers en coordination et il m'a aidé à coordonner 2 filiales. Et un jour, il m'a apporté lui-même un projet hôtelier à plus de 2,5 millions de chiffre d'affaires. Ensuite, il est passé économiste de la construction et il m'a chiffré plus de 68 projets. Il y en a 13 qu'il a remporté, ça fait plus de 80 millions de chiffres d'affaires closés. Et tout ça, ça a été fait par un gars que personne n'aurait embauché sur CV. Maintenant, on arrive au 3e point et c'est celui où tout le monde se plante. L'onboarding. Parce que recruter, c'est 30% du travail. Les 70% qui restent, c'est ce que tu fais dans les 3 premiers mois après la signature. Et avant même de lancer un recrutement, je me pose toujours 3 questions obligatoires. Et si je ne peux pas répondre clairement aux 3 questions, je ne recrute pas. Parce que ça veut dire que j'ai pas assez réfléchi au poste et que ça va être très compliqué. Première question, à quoi va ressembler le succès de cette personne dans 6 mois en résultats chiffrés? Deuxième question, quelle décision elle pourra prendre toute seule au bout de 2 mois sans venir me voir? Parce que si au bout de 2 mois, elle a encore besoin de moi pour des détails, c'est que j'ai mal défini son périmètre. Troisième question, c'est quoi son premier livrable concret à 30 jours? Quelque chose que je peux regarder, toucher, évaluer. Si tu n'arrives pas à répondre clairement à ces 3 questions, tu n'es pas prêt à recruter. Ce n'est pas un échec, ça veut juste dire que tu dois clarifier le poste avant de lancer la machine. Et une fois la personne en poste, il y a une règle absolue. Accepte l'imperfection. Il faut que tu fixes des règles claires qui responsabilisent la personne en lui faisant confiance et laisse-lui la marge pour se tromper. Parce que ton rôle, c'est plus de faire, c'est de faire faire. Et de te concentrer sur ta zone de génie, là où tu crées le plus de valeur pour ta boîte. Je te donne un cas concret client, Jean-François, qui a une société de rénovation tout corps d'état. Quand il est venu me voir, il gérait tout lui-même. Chaque recrutement de candidat, chaque validation de client, chaque arbitrage. Résultat, il bossait 70 heures par semaine et sa boîte plafonnait. On a appliqué exactement ce protocole. D'abord, une revue complète de sa marque employeur pour attirer les meilleurs profils. Ensuite, mise en place du filtre 3M pour présélectionner l'entretien technique. Puis structuration de son onboarding avec les 3 questions. Et surtout, on a accompagné un numéro 2 qui l'a fait monter en puissance sur plusieurs mois jusqu'à ce qu'il puisse déléguer tout l'opérationnel. Aujourd'hui, Jean-François dirige un groupe de 4 entreprises avec plus de 10 millions de chiffre d'affaires consolidés et surtout sa boîte grandit sans qu'il soit au centre de toutes les décisions. Si tu dois faire
Qu'une seule chose après ce pilier, je te propose ça. Avant ton prochain recrutement, prends une feuille et écris ce qui rend ta boîte unique et ce qui différencie ta culture. Si tu ne sais pas quoi répondre, c'est là que commence ton travail et c'est pas dans la recherche de CV. Tu sais maintenant comment attirer les clients, tu sais comment construire ton équipe. Et pourtant, ta boîte peut encore s'effondrer à cause d'un truc silencieux. Un truc qui te coûte jusqu'à 100 000 par an sans que tu t'en rendes compte. On va parler du troisième pilier, l'organisation et les process. Ce qui tue silencieusement ton entreprise, c'est pas tes concurrents, c'est pas le marché, c'est pas le prix, c'est le chaos de l'information. Un exemple typique. Tu avais dit livraison jeudi, on est vendredi, tu as 3 chefs de chantier, le premier dit mon WhatsApp dit mardi, le deuxième dit mon Excel dit jeudi, le troisième te dit l'email client dit lundi. En fait, l'info est quelque part, mais personne ne sait où. Et c'est exactement là que ta marge fond. 1 heure par jour de perdu à chercher l'info, multiplié par 5 personnes, multiplié par 20 jours ouvrés, ça fait plus de 100 heures par mois de perdu. Rien qu'à chercher où est la bonne info. Et c'est sans compter les erreurs de chantier, les clients perdus, les retards de livraison. Jusqu'à 100 000 par an peuvent disparaître dans le chaos. Alors voilà comment la majorité des dirigeants essaient de régler ça. Ils copient les outils des grosses boîtes. Ils achètent un ERP à 50 000, ils paient des formations et 3 mois plus tard, personne ne l'utilise. Bouygues utilise SAP, mais bonne chance pour avoir les mêmes process que Bouygues. Je l'ai vécu moi-même. À un moment chez Swissrock, j'ai imposé un ERP très sophistiqué qui faisait du BIM, une techno révolutionnaire sur papier, mais le problème, c'est qu'on faisait des rénovations à moins de 500 000. Et le truc, c'est que le BIM, c'est pour des projets à des dizaines ou des centaines de millions. Donc j'avais importé une usine à gaz pour faire des petits chantiers. 50% de mes chefs de projet ont voulu démissionner et ça m'a causé 6 mois de chaos et des millions de francs en projets retardés. La leçon que j'en ai tirée, c'est que le terrain a toujours raison. L'ancien mindset, c'était j'ai trouvé les outils, lisez le mode d'emploi et appliquez-le. Mais le nouveau mindset, c'est comment est-ce qu'on bosse sur le terrain et l'outil doit suivre. À partir de là, j'ai construit un système en 3 règles simples. 3 règles qui ont tout changé chez Swissrock et qui sont applicables par n'importe quelle boîte dès demain. Règle numéro 1, une seule source de vérité par projet. Pas de WhatsApp, pas d'email, pas d'Excel dans tous les sens. Quand quelqu'un cherche l'info, il sait exactement où aller. Règle numéro 2, un outil égale un rôle précis. Un ERP chantier, c'est pour la gestion de chantier. Un CRM, c'est pour la vente. Et un outil de compta, c'est pour la compta. On mélange pas tout. Et règle numéro 3, l'adoption est plus importante que la sophistication. Un Excel bien utilisé, ça bat un ERP que personne ne regarde. Ce qui compte, c'est que l'équipe s'en sert vraiment. Une fois que tu as ces 3 règles posées, tu peux passer à la vitesse supérieure avec 3 quick wins que tu peux installer dès demain. 3 choses avec l'IA qui ont tout changé chez Swissrock et qui coûtent quasi rien du tout. Donc voici ma recommandation. Le premier, c'est les PV de chantier automatisés. En sortant d'un rendez-vous client, ton chef de chantier parle 2 minutes à son téléphone, il dit aujourd'hui, on a posé X, le client a validé Y, on a un problème sur Z, voilà la solution qu'on propose. L'IA transcrit tout, elle génère le PV proprement et tu l'envoies au client en copie dans la foulée. Résultat, tu as une trace écrite de chaque décision, une protection légale en cas de désaccord et 0 litige 3 mois plus tard quand le client veut revenir sur ce qui a été dit. Et ça te coûte 20 balles par mois et quasiment personne ne le fait. Le deuxième, c'est la signature électronique. Alors je sais, tout le monde en a déjà entendu parler, mais dans le BTP, peu de personnes l'utilisent vraiment. Le scénario classique, c'est celui-là. Tu envoies un contrat de 20 pages par email avec le message habituel. Merci d'imprimer, signer, scanner, renvoyer. Et 3 semaines plus tard, le client ne l'a toujours pas signé. Pendant ce temps, ton chantier attend. Avec un outil de signature électronique, le client ouvre le document sur son téléphone, il fait 3 clics et c'est signé. 2 minutes chrono, le contrat est validé instantanément et le chantier peut démarrer tout de suite. Le troisième, c'est l'IA comme traducteur commercial. Je t'explique. Tu as un chef de chantier qui est excellent techniquement, mais qui galère à rédiger une proposition propre pour un client. Il sait ce qu'il faut dire, mais quand il s'assoit devant son écran avec la page Word, il n'y arrive pas. Avec l'IA, il dicte ou il tape ses mots bruts et en quelques minutes, il a un livrable client présentable. En fait, tu ne remplaces pas ses compétences techniques, tu enlèves juste le blocage entre ce qu'il a en tête et ce qu'il doit écrire. Ces 3 quick wins, tu peux les installer cette semaine. Le coût, c'est moins de 100 francs par mois et ça change ton quotidien. Maintenant, je vais te raconter le dernier étage de ce pilier, celui qui m'a vraiment libéré. Parce qu'avoir une organisation propre, c'est la base, mais à un moment, si tu veux sortir complètement de l'opérationnel, ça suffit pas. Il te faut aussi une délégation bien structurée. Et je vais te raconter précisément comment j'ai fait chez Swissrock. Au bout de quelques années, j'avais 17 directeurs qui me reportaient directement. Des directeurs de département et des directeurs de business unit. En fait, on avait standardisé un reporting et chaque mois, je passais 2 heures avec chacun. Donc fais le calcul, ça fait à peu près 34 heures de réunion pure, plus la préparation en amont, plus les suivis après et plus toutes les décisions à trancher entre deux. En vrai, ça me prenait à peu près la moitié du mois. Et à un moment, j'ai compris que ce système allait me tuer. Alors j'ai fait monter dans mon équipe un directeur des opérations, quelqu'un qui connaissait déjà très bien la boîte et je lui ai dit un truc simple. Pendant 1 an, tu restes collé à moi. Partout où je vais, tu viens, tu assistes à tous mes rendez-vous, tu participes à toutes mes décisions et tu prends des notes.
tu observes et surtout tu me challenges quand tu penses que je me trompe. Et au bout de 7 mois, il connaissait la boîte mieux que moi parce que lui, il avait le temps d'aller en profondeur, là où moi, je traitais chaque dossier en surface. Je lui ai transféré les 17 rendez-vous directeurs et aujourd'hui, il les gère beaucoup mieux que moi. Résultat, je passe 5 à 6 heures par semaine à piloter SwissRock, pas plus. Tout le reste, je l'ai libéré pour la vision, le business development et l'acquisition de nouvelles structures. Et là, j'ai compris un truc fondamental. Quand quelqu'un sait mieux que toi ce qui se passe dans ta boîte, parce qu'il a plus de temps que toi pour aller dans le détail, tu n'as plus aucune raison de rester dans la boucle opérationnelle. Ton job, c'est de monter d'un niveau. Je te donne un cas concret, Kevin, une personne que j'accompagne. Il fait de la reprise d'entreprise. Et quand il est venu me voir, il gérait tout lui-même sur plusieurs boîtes en parallèle. Les analyses, les négociations, les relations investisseurs. Il était brillant, mais chaque boîte dépendait entièrement de lui. On a appliqué le protocole. D'abord, on a centralisé l'info avec les 3 règles. Ensuite, on a installé les Quick Win IA pour gagner du temps au quotidien. Puis on a mis en place un reporting standardisé pour qu'il reste au courant de tout sans être dans la boucle opérationnelle. Et en parallèle, il a recruté un numéro 2 qu'il a formé pendant plusieurs mois en appliquant exactement ce que j'ai fait avec mon directeur des opérations. Résultat, en 2025, il a multiplié son chiffre d'affaires par 4. Aujourd'hui, il dirige un groupe de 7 entreprises, plus de 50 salariés et une organisation qui tourne sans lui au quotidien. Pour commencer, tu peux identifier le point le plus chaotique de ta boîte aujourd'hui, l'endroit où toi et ton équipe perdez le plus de temps à chercher une info. Et applique la première règle. Une seule source de vérité. Là, on arrive au dernier pilier. Et celui-là, c'est pas un pilier de plus, c'est celui qui sépare les entrepreneurs qui gèrent leur boîte de ceux qui dominent le marché. Si tu as un pipeline qui tourne, si tu as une équipe qui tient, tu as une organisation qui marche et pourtant, sans ce pilier, tu restes bloqué sous les 2 millions. Ce pilier, c'est vraiment celui qui va changer ta trajectoire. On va parler des partenariats stratégiques. 95% des entrepreneurs restent bloqués sous les 2 millions de chiffre d'affaires. On peut prendre l'exemple de Pierre, un plombier qui veut faire grandir sa boîte. Pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il embauche plus de plombiers, il achète plus de fourgons, il prend plus de chantiers et plus il grandit, plus il est coincé. Plus il a d'ouvriers, plus il a de problèmes humains à gérer et plus il a de matériel, plus il a de charges fixes à couvrir chaque mois. Plus il a de chantiers, plus il est en train de courir partout. Et au final, il ne construit pas une boîte plus grande, il construit une prison plus grande. Et Pierre, il n'est pas seul. C'est exactement ce que je vois chez 95% des dirigeants que je rencontre. C'est ce que j'appelle la prison des croyances. Grandir, c'est pas accumuler plus, c'est pas dupliquer ce que tu fais déjà. Grandir, c'est monter dans la pyramide de valeur. Je t'explique. Dans chaque industrie, il y a une pyramide de valeur à 3 étages. Tout en bas, tu as les sous-traitants, les artisans, les fournisseurs de matériaux. C'est dense en capital humain avec beaucoup d'ouvriers à gérer et c'est là qu'on gagne le moins. Chaque franc gagné demande beaucoup d'efforts. Au milieu, tu as les coordinateurs, les mandataires techniques, les directeurs travaux, les entreprises générales. Moins de capital humain apporté, plus de volume d'affaires et surtout plus de marge. Et tout en haut, tu as les clients eux-mêmes, les développeurs, les asset managers, les investisseurs. C'est là que les marges sont maximales parce que c'est là que la valeur est créée et parce qu'il y a beaucoup moins d'intermédiaires à rémunérer. Ton objectif, c'est de remonter la pyramide étage par étage. Et pour remonter, il y a une règle d'or à connaître sur les partenaires. Cette règle, elle est simple. Elle tient en 3 lignes. Un partenariat vers le bas, c'est avec un sous-traitant ou un fournisseur à proscrire. Je t'explique pourquoi dans 1 minute. Un partenaire côte à côte, c'est un confrère qui fait un métier complémentaire au tien. C'est ce qu'on appelle un consortium. Ok, ça peut très bien marcher. Un partenariat vers le haut, c'est avec un client direct ou un investisseur, à favoriser à tout prix. C'est là que tu débloques en fait vraiment ta croissance. Je commence par l'erreur à ne jamais faire. Le partenariat vers le bas. Imagine la scène, ton sous-traitant peintre vient te voir et te dit « Écoute, je veux qu'on soit partenaire. Je te cède 30% de ma boîte. Tu m'amènes les chantiers, on partage les bénéfices. » Donc toi, tu te dis « Super, je paie ma peinture moins cher, j'ai plus de marge sur mes chantiers et en plus, je me diversifie. » Mais en fait, tu viens de tomber dans le piège classique. Pourquoi est-ce qu'il te propose ça, lui? Parce qu'il n'a pas assez de clients, parce qu'il compte sur toi pour lui amener du business, parce que sa marge est trop faible pour qu'il tienne tout seul. Et 6 mois plus tard, ta nouvelle boîte est déficitaire. Tu paies les ouvriers, même les mois où il n'y a pas de chantier, tu gères un nouveau payroll que tu n'avais pas avant, tu hérites de toute une gestion humaine que tu n'as jamais voulu et au bout du compte, tu ne gagnes pas plus. Moi, je me suis planté exactement comme ça. En 2016, SwissRock était une entreprise générale avec plus de 15 millions de chiffre d'affaires et j'ai pris une décision qui m'a paru logique sur le moment. Je me suis dit, je vais internaliser le second œuvre, je crée ma propre boîte de rénovation, j'embauche les ouvriers, je fais venir les matériaux directs et voilà ce qui s'est passé. Mes plannings sont devenus imprévisibles alors que j'étais moi-même l'entreprise générale qui les fixait. Mon payroll fixe a explosé du jour au lendemain, le turnover des ouvriers était énorme et j'ai perdu toute ma flexibilité financière. Du stock a commencé à disparaître sans qu'on comprenne où, la gestion humaine me prenait un temps monstrueux et j'ai mis 1 an à tout démonter et à revenir en arrière. En fait, la leçon que j'en ai tirée, c'est simple. Quand tu intègres des métiers qui sont en dessous de toi dans la chaîne de valeur, tu récupères automatiquement toutes leurs contraintes. Le payroll est lourd,
les marges sont faibles, la gestion humaine est hyper complexe et au lieu de monter dans la pyramide, tu descends. Et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Maintenant, on va passer aux bons partenariats, ceux qui font vraiment grandir ta boîte. Donc on commence par les partenariats côte à côte. C'est ce qu'on appelle le consortium. Imagine la situation. Tu es plombier et tu vas passer un appel d'offres à 500 000. Seul, c'est beaucoup trop gros pour toi, mais au lieu de laisser tomber, tu t'associes temporairement avec un électricien, avec un ingénieur que tu connais bien, et à vous trois, vous arrivez à le remporter. Chacun fait sa part du chantier, chacun garde sa marge et chacun monte en crédibilité sur ce type de projet. Et surtout, tu viens d'accéder à des projets 5 fois plus gros que d'habitude. C'est ce que j'appelle les synergies des forces. Ensuite, tu passes au vrai levier, le partenariat vers le haut. Là, je te donne un exemple concret. Imagine un client qui arrive chez toi pour un premier mandat, sauf que tu sens qu'il a plusieurs projets dans le mois qui viennent. Et au lieu de chiffrer juste ce premier projet, tu lui proposes un contrat cadre avec un prix dégressif selon le volume d'affaires sur l'année. Et tu lui dis, sur un projet, c'est 100, sur 3 projets, c'est 95, et sur 5, c'est 92. 1. Tu fidélises le client avec une vraie incentive financier. 2. Ton coût d'acquisition tombe quasiment à zéro pour tous les projets suivants. Et 3. Ton pipeline se remplit d'avance pour les 12 prochains mois. Et 4. Tu récupères des références de poids et tu peux les utiliser pour aller chercher d'autres gros clients. Le petit rabais que tu donnes au départ, en fait, il est largement compensé par tout le reste. Et parfois, le meilleur partenariat, c'est celui que tu as le courage d'arrêter à temps. Je te donne un exemple qu'on a vécu récemment chez Swissrock. On a chiffré un gros projet de rénovation d'un hôtel à Genève. Un beau projet, un beau chiffre d'affaires à la clé. Et on est rentré en phase d'appel d'offres, tout se passait très bien. Et à un moment, on a reçu la proposition de contrat. Mon équipe l'a décortiqué et on a tout de suite vu que les conditions étaient vraiment pas bonnes pour nous, côté phase travaux. C'était trop déséquilibré, trop risqué. On est revenu vers le maître d'ouvrage pour essayer de renégocier et il nous a clairement dit qu'il n'y avait pas de discussion possible sur ce contrat. À ce moment-là, on a pris la décision de se retirer et on a laissé passer l'opportunité. Parce qu'un mauvais partenariat qu'on arrête avant la signature, ça vaut 1000 fois mieux qu'un bon chiffre d'affaires qui se transforme en cauchemar pendant 18 mois. Donc, dire non, c'est une stratégie de partenariat aussi. Maintenant, la vraie clé de ce pilier, c'est que pour monter dans la pyramide, tu dois comprendre les 4 types de capitaux que tu peux activer dans ta boîte. Parce que c'est en les combinant dans le bon ordre que tu débloques vraiment ta croissance. Le premier, c'est le capital humain. Tes équipes, tes collaborateurs. Il est cher, il est complexe à gérer et il est instable. Mais bien structuré, c'est le seul capital qui peut démultiplier les 3 autres. Le deuxième, c'est le capital financier. L'argent que tu peux lever ou investir. Il est rare, il est difficile à obtenir, il te donne de la vitesse, mais il amplifie tes erreurs. Si tu l'actives trop tôt, il te brûle plus les ailes au lieu d'aller plus loin. Le troisième, c'est le capital médiatique. Ta marque, ta notoriété, ta présence. Il est peu cher à construire, mais il demande de la constance dans le temps. Et une fois construit, il réduit drastiquement ton coût d'acquisition client. Et le quatrième, c'est le capital code, c'est-à-dire l'IA et l'automation. Il est peu cher aussi, il demande juste de la méthode. Et une fois en place, il démultiplie la productivité de chaque personne dans ton équipe. Pour dépasser les premiers millions, tu dois minimiser le capital humain au départ, maximiser le capital médiatique, maximiser le capital code et seulement après accélérer avec le capital financier. Si tu inverses cet ordre, tu te plantes. Et c'est exactement ce que font 99% des entrepreneurs. En fait, ils commencent par vouloir lever de l'argent, embaucher à fond et ils essaient de communiquer en dernier. Et c'est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. En fait, chez Swissrock, voilà concrètement comment j'ai remonté la pyramide étape par étape. On est parti de tout en bas. D'abord dans la rénovation de salle de bain, puis les cuisines, les parquets, puis on est monté d'un étage, on est devenu entreprise générale. Ensuite, on a intégré le courtage et l'architecture et après, on est passé développeur immobilier. En parallèle, on a investi dans la PropTech et la Construction Tech, c'est-à-dire qu'on a construit notre capital code et aujourd'hui, on est asset manager et contracteur énergétique. Autrement dit, on est devenu nos propres clients. À chaque étape, ce n'était pas une démultiplication de ce qu'on faisait déjà, c'était un changement de rôle dans la chaîne de valeur et un nouveau partenariat qui nous permettait de monter. Je te donne un dernier cas client, Antoine. Il est parti de zéro dans la logistique et au départ, en fait, il sous-traitait à plusieurs prestataires qu'il avait mal choisis. Résultat, organisation instable, marge faible et dépendance à des partenaires qui ne tenaient pas dans la durée. On a bossé sur 2 trucs en parallèle. Le premier, remonter la pyramide. Antoine est passé de sous-traitant pur à coordinateur logistique, puis à un modèle intégré où il garde la relation client en direct. Et le deuxième, on a restructuré ses partenaires. On a arrêté ceux qui le tiraient vers le bas et on a construit 2 partenaires côte à côte en consortium pour absorber des volumes plus gros. Et ensuite, on a structuré un partenariat client vers le haut avec un gros acteur du marché. Il est passé de 0 à 3 millions de chiffre d'affaires, plus de 300% en moins de 2 ans. Et c'est pas parce qu'il a trouvé des clients en or, c'est parce qu'il a changé de rôle dans sa chaîne de valeur et qu'il a choisi ses partenariats dans la bonne direction. Ce que tu peux faire pour avancer aujourd'hui sur ce pilier, c'est simple. Dans la pyramide de valeur de ton industrie, demande-toi à quel niveau tu es aujourd'hui et surtout quel est le niveau juste au-dessus que tu pourrais atteindre dans les 24 prochains mois. Ça, c'est ta vraie stratégie de croissance. Avant qu'on enchaîne et si tu as envie que j'approfondisse quelque chose dans un de ces 4 piliers,
dis-le moi sur Instagram, le lien est en bio. C'est là que je partage du contenu quotidien sur ces sujets et c'est là que tu peux me poser toutes les questions. On récapitule les 4 piliers et surtout ce que tu peux mettre en place dès cette semaine concrètement. Premier pilier, le pipeline prévisible. Prends ton téléphone et appelle tes 10 derniers clients satisfaits dans les prochaines 48 heures. Deuxième pilier, les équipes. Avant même de penser à ton prochain recrutement, écris sur papier en une seule phrase ce qui rend ta boîte unique. Troisième pilier, l'organisation. Identifie le point le plus chaotique de ton information aujourd'hui et crée une seule source de vérité là où tu perds le plus de temps. Quatrième pilier, les partenariats. Regarde où tu es dans la pyramide de valeur de ton industrie et vise le niveau juste au-dessus dans les 24 prochains mois. Et surtout, tu n'as pas besoin de tout faire en même temps. Choisis le pilier qui te parle le plus aujourd'hui, là, maintenant. Et commence par là, le reste suivra. Tout ce que je viens de te décrire, je vais être honnête avec toi, ça prend du temps, ça demande de l'humilité et ça demande parfois de lâcher des trucs sur lesquels on se pensait indispensables. Mais les résultats, ils sont là. Noir sur blanc. En 2014, on était 3 personnes et on faisait des salles de bain. 1 million de chiffre d'affaires. En 2015, 10 personnes, 5,8 millions. En 2017, 40 personnes, 25 millions. En 2018, 81 personnes, 81 millions. Et en 2019, avec l'acquisition de SIA Construction, on est passé à 186 millions avec 98 personnes. Et aujourd'hui, 250 collaborateurs, environ 250 millions de chiffre d'affaires consolidés, une dizaine de sociétés dans le groupe et près d'1 milliard d'actifs immobiliers sous gestion. Et pour que tout ça tourne sans que je sois partout, j'ai fait une chose importante, j'ai centralisé toutes les fonctions support du groupe dans une structure que j'ai appelée Swiss Rock Group Service. Finance, RH, marketing, IT, juridique, opération, tout est là. Chaque filiale se concentre uniquement sur son métier et les fonctions transverses sont gérées une seule fois pour tout le groupe avec une refacturation interne. Ça, c'est l'étape que tu pourras mettre en place le jour où tu auras plusieurs filiales. En tout cas, pour l'instant, retiens juste le principe. Centraliser ce qui se répète, libérer ce qui crée de la valeur. Et ce que je veux absolument que tu retiennes dans tout ça, c'est qu'entre 2017 et 2018, j'ai multiplié mon chiffre d'affaires par plus de 3. Et c'est pas parce que je bossais 3 fois plus, c'est parce que j'avais mis en place un système qui pouvait absorber cette croissance sans s'effondrer. Les dirigeants dont je t'ai parlé pendant cette vidéo, ils ont appliqué exactement les mêmes principes. Joël, pipeline systématisé, plus de 60% de chiffre d'affaires en 4 mois. Jean-François, marque employeur et délégation, 4 agences, plus de 10 millions de chiffre d'affaires consolidés et une activité qui tourne sans lui au quotidien. Kevin, une organisation centralisée, chiffre d'affaires multiplié par 4 en une année et un groupe de 7 entreprises. Et Antoine, partenariat repositionné de 0 à 3 millions en moins de 2 ans. C'est pas une transformation magique en quelques semaines, c'est une progression structurée, pilier par pilier, qui change durablement la façon dont ta boîte fonctionne. Et je vais te dire une dernière chose avant qu'on se quitte. Je suis parti de zéro, sans réseau dans le BTP, sans formation dans l'immobilier et sans capital. Et aujourd'hui, je cours plus après tous les problèmes de ma boîte. Elle tourne bien mieux que quand j'étais partout à la fois. Les décisions qui comptent vraiment, je les prends avec du recul et plus du tout dans l'urgence. Et si j'avais su tout ça 10 ans plus tôt, j'aurais construit différemment dès les premiers jours. Toi maintenant tu le sais, tu as déjà gagné 10 ans. Et dans ma prochaine vidéo, je te montre comment recruter, former et créer une équipe solide pour le long terme dans le BTP. À très vite.